Samedi 2 décembre de l'an 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée, Info Hebdo. Au menu du décryptage, nous parlerons entre autres des centrales et confédérations syndicales qui ont effectué des mouvements de grève pour exiger la libération de Laurent Maintoyon et la non-radiation du capitaine des eaux et forêts, Patrice Trécourt. Nous parlerons également de la gestion déléguée du port autonome de Cotonou qui fait objet de controverses ces derniers temps, et nous finirons par le reportage de TF1 sur les vies d'Omégon qui a fait du chou gras et a déchaîné les passions tout au long de cette semaine. Et pour cet exercice, je reçois pour vous Nelson Avademé. Il est journaliste au groupe de presse Le Matinal. Il sera face à Narcisse Ressou, journaliste au quotidien Palmarès. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Narcisse Ressou. Narcisse, bonsoir. Bonsoir, Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes face à Nelson Avademé. Nelson, bonsoir. Bonsoir, Kader. Alors, je commence par vous, Nelson Avademé. Vous avez suivi tout au long de cette semaine l'actualité relative à la gestion déléguée du port autonome de Cotonou. Nous avons suivi les journaux qui ont titré que les centrales et confédérations syndicales et les acteurs de la plateforme portuaire étaient acquis à la réforme, quand soudain, nous avons également vu ces syndicalistes, le collectif des syndicalistes, dire qu'ils ne sont pas acquis à cette réforme et que ce problème est déjà réglé depuis fort longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet effet? Quelle lecture faites-vous de cette situation? Non, pardon, je ne sais pas les journaux dont vous parlez, ceux qui ont titré que... je ne vais pas en citer, mais quand même j'en ai vu. D'accord, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont eu l'information, parce que la rencontre avec le chef de l'État, je l'ai suivi comme beaucoup d'autres Béninois à l'ORTV sur la chaîne de télévision nationale, et à aucun moment les syndicalistes n'ont dit qu'ils étaient acquis à la réforme. Je crois que les syndicalistes, dans leur conclusion, ont dit qu'ils devaient retourner à la base, rendre compte de tout ce qui a été dit par le chef de l'État aux autres acteurs de la chaîne portuaire, et que la décision devrait être prise. Mais l'un dans l'autre, ce que je dois souligner, c'est que cette réforme avait été agitée il y a de cela quelques mois, et les syndicalistes, en tout cas, ont dit que cette réforme n'est pas faisable. Ils ont brandi un certain nombre de tests de loi qui ne permettent pas à ce que le pouvoir en place mette en œuvre cette réforme. Et je crois qu'ils sont restés campés sur leur position, et vous l'avez dit tantôt. Est-ce que leur position ne paraît pas légitime quand on sait que dans un passé récent, le gouvernement, sous l'égide de son ministre de tutelle, le ministre des Transports, en temps d'alors c'était Hervé Roumain, a organisé un séminaire pour expliquer les enjeux de cette réforme, et il est retenu que c'était quand même une réforme dangereuse. Absolument, et c'est là que je suis surpris quand le chef de l'État, le président Patrice Talon, dit qu'il n'est pas au courant de ce séminaire qui a été organisé à Boycon. Vous savez, le port est toujours la chasse gardée des politiques. Le port autonome de Cotonou, pendant longtemps, a été géré par les hommes politiques. Et donc, quand vous faites un peu vos investigations, vous constatez que pendant, en tout cas, les 10 dernières années, le port a été endetté, sérieusement endetté, parce que les politiques ont envahi le port. Et donc, il y a un problème qui se pose. Et je suis d'accord que le président Patrice Talon veuille faire les choses de sorte que désormais les politiques n'envahissent pas le port. Mais alors, oui, mais alors, la réforme aujourd'hui qui est suscitée n'est pas la bienvenue au niveau des syndicalistes. Parce que l'État ne peut pas, à un moment donné, investir de l'argent dans la formation des acteurs portuaires. C'est-à-dire, c'est l'État qui paye la formation des acteurs portuaires pour qu'ils aillent à l'étranger étudier. Et que ces agents formés reviennent, et que le même État qui a payé de l'argent pour leur formation dise qu'il n'y a pas quelqu'un capable parmi eux pour assurer ce rôle-là. Et donc, moi, ça me pose un problème. Le délégataire ou le mandataire, c'est celui qu'on veut amener. Quel est le cahier de charge de ce mandataire? Qu'est-ce que le mandataire fera de toi? Alors que, ne l'oublions pas, le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie vivante. Nous nous évertuons à le dire chaque fois, à le chanter comme une litanie, comme, je ne sais pas, comme... c'est une rengaine dans la oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que le port puisse rester véritablement le poumon de l'économie vivante? C'est des questionnements auxquels nous pourrons répondre au cours du débat. Narcisse Ressou va absolument répondre. Alors, Narcisse, quelle est votre appréhension de cette situation assez controversée? Non, c'est qu'il faut actuellement craindre par rapport à ce qui se passe au niveau de ce pays et au niveau du secteur de l'économie béninoise. Et quand vous prenez le Bénin, vous parlez de l'économie, fondamentalement, vous parlez du coton, vous parlez du port.
Et quand vous savez déjà que le secteur cotonnier, retourné dans le giron de l'État, est reparti aujourd'hui vers le privé, et quel privé vous savez? Lequel? Je ne sais rien. Et quel privé vous savez? Ceux qui dirigent le secteur cotonnier aujourd'hui. Martin Rodriguez est parti, il a vendu ses usines déjà à vil prix. Il est parti, il ne reste qu'un seul opérateur dans le secteur actuellement. Et quand vous revenez, vous quittez là-bas et vous revenez dans le domaine portuaire, vous savez que le PVI déjà à lui seul engrange assez de rouges, c'est-à-dire c'est le poumon du poumon. Et quand on a déjà pris ça, on a déjà pris c'est un PVI le guichet unique. Oui. Alors, on est à la phase de caporisation, c'est-à-dire on veut prendre la totalité de la maison pour encore reverser ça à ce même et seul privé. Parce qu'il est difficile de comprendre dans un pays que le poumon de l'économie soit aussi balancé dans les mains d'un seul opérateur économique. Et le Bénin a traversé ce système. Comment l'État actuellement se montre incapable de gérer le secteur qui lui apporte plus de ressources. Et l'État, on voit l'État démissionner sur tous les champs. On privatise tout et on met comme argument délégataire, mandataire, alors que c'est un recul de l'État. Je ne sais pas. Quand on dit, quand on parle de... Est-ce que vous êtes d'accord avec la situation actuelle qu'il faut réformer le secteur? J'en viens. Quand on parle de dépolitisation de l'administration publique, oui. Si la dépolitisation ne peut pas concourir aujourd'hui à ce qu'on ait des cadres béninois intègres qui soient capables de gérer nos secteurs primordiaux dans le pays, nos secteurs qui apportent plus de ressources, c'est qu'il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a une incapacité, une incohérence totale. On assiste là à une incohérence où carrément c'est une supercherie. Parce que quand vous dites que vous voulez dépolitiser, ou carrément vous nous confondez réellement dans le pays à ce désert de compétences dont on a parlé et qu'il n'y a pas de cadre capable au Bénin pour gérer le port en dehors des politiques. Si ce n'est pas une supercherie pour ramener les ressources à ces individus, à ces personnes vous parlez beaucoup d'anonymat. De qui s'agit-il en réalité? Non, ceux qui ont les oreilles pour entendre, ceux qui ont les yeux pour voir verront. Donc, nous devons faire attention et demander aux syndicalistes et demander aux Béninois de rester simplement éveillés. On veut l'amélioration du secteur portuaire, d'accord. Et moi, quand je regarde dans le rétroviseur, je sais où était le port il y a 10 ans en arrière. Je sais combien de fois on a trébuché au Bénin, on s'est relevé, mais qu'on a apporté beaucoup plus d'amélioration dans ce secteur. Vous savez combien les camions garaient dans la ville de Cotonou ne pouvaient pas rentrer au port. Vous savez combien de temps ils mettaient avant pour sortir du port. Donc on était dans un processus d'amélioration. Mais subitement, comme on vient au Bénin, on sac tout, on coupe tout ce qui était fait, on coupe d'abord avant de... C'est la rupture actuellement. Cette rupture qui n'est pas intelligente. Cette rupture était intelligente. On ne va pas suspendre pour suspendre et après on revient. Mais quand le chef de Je ne veux pas donner des exemples dans ce secteur puisqu'on est en train de parler du secteur portuaire. Lors de leur rencontre avec les acteurs portuaires, demande à ce qu'on prouve que la réforme est dangereuse. Est-ce que vous ne voyez pas que ça relève quand même d'une défaillance gouvernementale? Quand le chef de l'État lui-même en personne demande quand même aux acteurs portuaires de lui prouver que cette réforme est dangereuse. Mais c'est pourquoi je parle de supercherie. Et aller savoir comment ils ont été invités pour pouvoir parler de cette réforme-là avec le chef de l'État. Et quittant là, vous savez, quand cette réforme fut agitée pour la première fois, vous savez combien de pression. Je me rappelle de ce secrétaire général qui a dû fuir parce qu'il a pris position. Qu'il a dû fuir et les hommes armés sont allés même le chercher dans son bureau. Pourquoi? Parce qu'il a simplement pris position à l'époque. Je me rappelle qu'on a été obligé de limoger un directeur général simplement parce qu'il a participé au mouvement. D'accord, on concède ça à l'État. Il est nommé, il doit rester dans la même ligne d'action. Mais quand ce qui doit faire du bien, en réalité, on dit à bon point d'enseigne. Si cette réforme réellement est une solution pour le port autonome de Cotonou, est une solution pour le peuple béninois, je ne pense pas que le chef de l'État aurait de difficultés réellement à se faire comprendre et à faire adhérer tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on veut réformer sans les acteurs. Et c'est là où on s'inquiète beaucoup. On va faire le désordre parti. Et quelle forme de désordre? Quand on va finir de faire les contrats mirobolants et partis, après c'est pour dire que voilà, l'État béninois a été condamné parce que quelqu'un a suspendu des contrats donnés. Non, c'est maintenant que nous devons faire attention et rester très, très éveillés.
Alors, Nassis Savademe, est-ce qu'à la finalité, peut-être, quand le gouvernement arrivera peut-être à convaincre les différents acteurs pour une gestion déléguée ou une gestion avec un mandataire du port autonome de Cotonou, est-ce qu'à la finalité, on assistera peut-être pas à un gauchisme monumental qui rime peut-être à cette affaire de PVI qu'on a eu quand même à essuyer avec de graves couleurs dans ce pays? Je ne pense pas que la réforme soit acceptée aussi facilement. Parce que quand vous écoutez les syndicalistes... D'abord, ils disent que la réforme n'est pas en phase avec les tests qui régissent absolument, le secteur. on parle de l'autorité portuaire. Et donc, quand on parle de l'autorité portuaire, c'est des tests de la République qui régissent l'autorité portuaire. Et donc, l'État ne peut pas céder, je dirais... Puisque les tests parlent d'autorité morale. Non, même l'État, en aucun cas, je dis en aucun cas, en tout cas, à l'État partuaire des tests, l'État ne peut pas céder cette autorité portuaire à une tierce personne. Ce n'est pas possible. Et j'ai l'impression, pour moi, il y a deux choses qui se dessinent. Soit ceux qui entourent le chef de l'État ne lui expliquent pas les choses telles qu'elles sont, il n'est pas Dieu pour comprendre tout. Soit les gens ne lui expliquent pas les choses telles qu'elles sont. Ou soit on lui explique, et peut-être que, bon, puisqu'il a envie de payer cette réforme, il y va sans écouter les autres. Mais je crois qu'il y gagnerait plus. Le gouvernement de la rupture, tous ceux qui travaillent autour de lui, gagneraient plus à associer les acteurs de la chaîne dans portuaire. Une démarche participative inclusive. Absolument, associer les syndicalistes qui sont au port. Mais tenez, au cours de cette rencontre, le secrétaire général du Saint-Aprak, Udin Kanlissou, a déclaré que depuis 10 ans, le port n'a plus jamais fait de dépôt à terre, DAT. Mais depuis 1 an, le port a pu réaliser les bénéfices jusqu'à faire un dépôt à terme de 2 milliards de francs CFA. Cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'il y a une certaine gestion, en tout cas, du moins, qui est en train de s'opérer. Alors, pourquoi ne pas laisser les choses se faire ainsi et trouver des palliatifs, le gouvernement veut c'est-à-dire injecter. Non, mais vous ne pouvez pas redynamiser les choses. En voulant redynamiser les choses, vous ne pouvez pas aller confier la cession du port à un délégataire ou à un mandataire qui inclut, d'accord, la suppression de l'organigramme actuel du port. Donc, il y a un problème. Moi, à mon niveau, il y a un véritable problème ici qui se pose. Je suis de ceux qui pensent que cette réforme au niveau du secteur portuaire sera une couleuvre très amère à avaler pour le président de la République. Si, tant est qu'il ne revient pas, en tout cas, pour échanger véritablement avec les acteurs portuaires, les écouter, prendre en compte un certain nombre de propositions, mais ne pas rester campé sur sa position et dire que ce n'est pas du rôle du syndicalisme de décider du mode de gestion du port. Non, je crois que les syndicalistes, c'est leur unité de production. Donc, ils ont intérêt à préserver cette unité de production, quitte à ce que cela soit davantage rentable, afin de bénéficier de cette prospérité partagée. Et donc, je crois que le chef de l'État a intérêt à ramener la balle à terre, à l'écouter, à le faire, par exemple, au niveau, je fais parler des formes par rapport au secteur de la santé. Vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Le chef de l'État les a écoutés. À un moment donné, il a compris qu'il y a beaucoup de choses dont il n'était pas au courant. Donc, je crois que il faut reconvoquer encore. Est-ce que ça ne fait pas quand même peut-être bizarre que le chef de l'État ne soit pas au courant de beaucoup de choses? Ben écoutez, un chef d'État qui est censé être au courant l'exercice du pouvoir d'État est difficile. Parce que quand il dit je vous renvoie à la déclaration de ce séminaire je vous renvoie à la déclaration du président Patrice Talon lorsqu'il était à Parakou. Je crois qu'il a déclaré qu'il a été éprouvé. L'exercice du pouvoir. Il a voulu être chef d'État, il devait en mesurer les exigences et en appréhender absolument. les difficultés. Même quand vous en mesurez les exigences, vous ne vous rendez pas compte que c'est aussi amer que ça. Et donc, c'est pour vous dire quoi? Oui. Que je conseille au chef de l'État qu'il ne soit pas au courant d'un certain nombre de choses. C'est dangereux pour la nation. Ça peut arriver. Écoutez, pendant 10 ans, vous avez entendu un chef de l'État dire « je ne suis jamais au courant ». Pourquoi vous vous étonnez que quelqu'un d'autre vienne dire qu'il n'est pas au courant? C'est pour vous dire quoi? C'est une stratégie c'est vous qui le dites. Moi, je n'en suis pas aussi. Et donc, c'est pour finir, c'est pour vous dire que je conseille au chef de l'État qu'il ne soit pas au courant. Ça peut arriver. Mais lorsque vous n'êtes pas au courant et qu'on vous met désormais au courant, le chef de l'État a l'obligation de chercher à comprendre davantage, de comprendre tous les contours
et d'en pouvoir décider. Ceci est très important. Narcisse Ressou, je vais peut-être emprunter le mot de votre avis. Est-ce qu'on ne va pas finalement concéder au chef de l'État, Patrice Talon, d'opérer cette réforme parce qu'il a été élu quand même avec un programme de société, un programme d'action? Est-ce qu'on ne va pas le laisser peut-être opérer cette réforme, quitte à ce qu'à la finalité, on puisse voir les dégâts et voir la sanction qu'il mérite? Non, vous savez, toute réforme, d'abord, demande beaucoup de courage et beaucoup de sacrifices. Ça, il faut le reconnaître, et qui peut avoir de grincements dedans. Mais quand vous allez à des réformes de façon cavalière, quand vous êtes le seul puissant opérateur du secteur et vous quittez de ce titre d'opérateur à un titre de chef d'État et que vous embrassez des réformes dans ce secteur et vous le faites de façon cavalière, il y a de quoi s'indigner, il y a de quoi dire attention. Il y a de quoi vous mettre même les bâtons dans les roues, quitte à comprendre entièrement et totalement si vous ne tendez pas encore d'autres pièges au pays ou bien au secteur. Parce qu'on ne doit jamais oublier la crise du PVI qui est aujourd'hui revenue, et vous savez. Et quand vous entendez des déclarations de Boni Yayi à l'époque, qui disait que le PVI apportait à son opérateur seul 400 milliards de francs par an, au regard de notre budget qui n'était qu'à 1200 ou 1300 milliards. Ça peut être des chiffres que Boni Yayi avait avancés. En tout cas, je n'invente rien. Absolument, parce que ces chiffres, non, mais ces chiffres ont été avancés dans un contexte où il y avait la guerre entre les deux hommes. Et donc, le débat n'est pas là. Il y avait guerre entre les deux hommes, et pourtant, il avait ses avocats qui étaient là, qui le défendaient à tout. Les chiffres, mais ils sont jamais revenus je vous sur demande ces de ne pas chiffres-là. faire foi à ces chiffres-là. Non, je vous demande... Tant que ce ne sont pas des chiffres officiels... Je vous demande d'y faire foi parce que c'est sorti des lèvres de Boni Yayi et publiquement à un moment donné, il y avait la guerre entre les deux hommes. Si aujourd'hui, il y a eu changement de statut chez l'opérateur économique devenu chef d'État, je me redis, qui veut opérer des réformes et qui n'associe pas les acteurs, il y a de quoi faire attention. On peut vouloir lui faire un faux procès pour dire non, il veut que ça change, il veut que ça s'améliore, il veut le bon rendement pour le secteur portuaire. Mais on veut sentir aussi qu'il est totalement désintéressé de ce secteur-là avant d'être le grand réformateur. Et c'est ce que jusque-là, nous ne sentons pas, nous ne voyons pas, et que les acteurs, si déjà les acteurs s'indignent, ou bien s'inquiètent, ou bien ne se retrouvent pas selon les tests par rapport aux réformes, je crois que le chef de l'État doit patienter pour refaire les choses d'abord à un autre niveau avant de revenir vouloir opérer ces réformes. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure qu'on sent déjà de performances dans le secteur d'où on pourrait continuer. Et cette démission cache beaucoup de choses. C'est qui ce délégataire-là? On ne va pas peut-être faire le débat, nous allons peut-être laisser les jours prochains nous édifier davantage. C'était votre avis, Narcisse Ressou, et vous le partagez. Merci également à vous, Nelson Labadé. Nous allons passer au sujet suivant, qui est relatif quand même aux centrales et confédérations syndicales qui ont observé des mouvements de grève pour s'indigner, s'insurger contre la détention de leur camarade Laurent Métaillon, mais aussi et surtout contre la procédure de radiation enclenchée contre le capitaine Patrice Trépeau. Nelson Labadé, vous avez suivi cette actualité également en tant que journaliste, commentateur de l'actualité politique nationale. Est-ce que vous ne voyez pas que cette lutte est assez noble, assez légitime? Non, aucune lutte n'est légitime. Écoutez, disons, il y a des luttes légitimes. Non, écoute, vous parlez du cas précis et je vous dis qu'elle n'est pas légitime. Pourquoi? Vous savez, j'ai l'impression à un moment donné qu'il y a certaines centrales, en tout cas certains syndicalistes, qui confondent le syndicalisme à la politique. On ne peut pas, dans une procédure judiciaire, qu'on ait confiance en notre justice ou pas. C'est la justice qui a rendu une décision. De toute façon, Laurent Métaillon a été... Est-ce que vous êtes d'accord avec que les arguments à évoquer sont un peu nobles? Parce qu'on dit que le procureur de la République dispose de mesures coercitives pour quand même mettre sous mandat de dépôt quelqu'un, quitte à ce qu'à la finalité, dire qu'il est innocent. Je vous dis ceci. On ne peut pas, sous des arguments fallacieux, dans un État démocratique. Un État de droit.
un état de droit, je crois, Comme se le Bénin. lever, absolument, se lever et observer un mouvement de grève parce que le procureur de la République, à un moment donné, aurait décerné un mandat de dépôt contre un individu. Ce n'est pas possible. Non, écoutez, on peut reprocher tout ce qu'on veut à la justice béninoise. Tant que nous ne l'avons pas réformée, tant qu'elle est ainsi, le respect des décisions de justice s'impose C'est une à institution. tout Béninois. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est une forme de pression sur la justice, de dire qu'on va en grève parce que Laurent Mettorion a été déposé à la prison civile de Cotonou. Écoutez, vous pensez que, si ce n'est pas Laurent Mettorion, si c'est vous et moi, vous pensez que les gens vont se mettre dans les rues et observer des mouvements de grève? Laurent Mettorion a quoi plus que vous et moi? On est tous citoyens, on est tous citoyens égaux devant la loi. Est-ce que quand vous prenez les textes de la République, vous pouvez me dire quelque part, on a dit que le syndicalisme ne doit pas... Il n'y a pas d'immunité syndicale. Alors, à partir de ce moment, qu'on laisse la justice faire son travail. Je peux comprendre les agitations des uns et des autres, mais qu'on laisse la justice faire son travail. Lorsqu'on saura que la justice est trompée, je crois qu'il y a des voies de recours. Mais on ne peut pas, je dis bien on ne peut pas. Mais dans l'affaire dont on parle, il y a plusieurs personnes qui ont été déposées. Et vous observez un mouvement de grève pour dire qu'à cause du camarade Laurent Mettorion, mais ça ne fait pas sérieux dans la vie. On ne peut pas continuer à instrumentaliser le mouvement syndical. Je crois qu'il faut faire la démarcation entre le Parti communiste du Bénin, le PCB, et la CSTB. Si la CSTB désormais dit qu'elle n'est plus une centrale syndicale, mais qu'elle est un mouvement politique affilié au PCB, alors allons-y. Mais tant qu'elle constitue une centrale syndicale, je crois qu'elle doit cesser de galvauder le mouvement syndical de cette façon. C'est un de leurs. Mais vous appelez quoi un des leurs? Laurent Mettorion n'est pas... Attendez, il a une immunité, c'est ça? Non, mais s'il en a, dites-le-moi. Peut-être alors pour le non, contraire. parce que, écoutez, vous savez, la facilité avec laquelle on dépose les gens à la prison civile, dans la prison civile, le mandat d'arrêt, des gens peut-être qui ont des dettes de 50 000, 100 000, et parce que Laurent Mettorion, dans une affaire, et il a intérêt même que son nom soit lavé dans ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'instruction aille vite pour qu'on puisse voir clair dans l'affaire. Si Laurent Mettorion est coupable, il sera jugé. S'il n'est pas coupable, il sera libéré et il pourra emprunter les voies de recours pour se faire dédommager. Mais qu'on aille galvauder le mouvement syndical parce qu'on a décerné un mandat de dépôt pour quelqu'un, le mandat de dépôt, ce n'est pas des choses, c'est des choses qui courent la rue. Je vous reviens pour le cas et Patrice Trépeau, mais en attendant, Narcisse Ressou, vous avez suivi, au-delà de la CSTB qui a effectué quand même un mouvement de grève, nous avons suivi les arguments évoqués par le PCB, par le Fonds pour le social patriotique. On parle de détenus politiques du gouvernement du président Patrice Talon parce qu'on estime quand même qu'il est quand même axiatif dans le creuset qu'on qualifie peut-être de parti opposant du Fonds pour le social patriotique. Est-ce que c'est dans cette dynamique réellement qu'il a été interpellé ou bien il s'agit d'une affaire vraiment avérée où sa culpabilité risque d'être prouvée? Non. Si on fait preuve de vigilance, on pourra constater et comprendre la ruse par laquelle on a voulu étouffer le syndicalisme au Bénin. Vous parlez d'un certain Trépeau qu'on va aborder tout à l'heure. Oui, j'en viens. Donc, il faut juste comprendre la ruse qu'on planifie et qu'on fait doser de rage pour pouvoir opérer au Bénin aujourd'hui. Question de faire taire les porte-voix. C'est en cela que je dirais à Vademe que Laurent Mettorion, c'est vrai que nous avons encore des voix. Il y a des porte-voix dans la République. Il y a des voix de sans-voix, des sans-voix. Et quand vous attaquez la voix des sans-voix, c'est que vous attaquez aussi les sans-voix. Donc, on ne peut pas comparer. C'est vrai, nous sommes tous égaux devant la loi, mais nous n'avons pas tous possibilité de dire non à certaines choses à un certain niveau dans la République. Nous n'avons pas tous la possibilité de faire face au chef de l'État et de lui dire non, parce qu'on a des positions données qu'on doit assumer. Nous, aujourd'hui, on a la position de journaliste et nous avons intérêt d'être voix des sans-voix. Et dans ce système, moi, parfois un dilemme me traverse, enfin, par rapport à cette affaire, un dilemme me traverse. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les gens payer leur dû à la nature? Parce que, tout dernièrement, je disais quelque part, avaient-ils mené leur lutte pour l'intérêt du peuple béninois? On dit enfant pour une tota. Si vous observez aujourd'hui, les premières victimes dans la rupture, ce sont les grands zélés, ce sont les gens qui se sont trompés de combat dans un passé très récent
Donc, quand vous prenez leur somme, et Laurent Métaillon vous en dit fait... que Boni Yaya avait quand même une tête assez... Non, mais ils le reconnaissent tous. Vous avez entendu dimanche passé sur une chaîne de nos télévisions aussi un de ces syndicalistes d'hier retraités. C'est une aberration, c'est une aberration, c'est une aberration qu'il ne faut jamais... C'est une aberration qu'il ne faut jamais encourager parce que, voyez-vous, voilà les espèces, voilà les... Écoutez, parce que, parce qu'on ne peut pas, écoutez, bon, voilà les types de syndicalistes que nous avons là. Vous entendez, un syndicaliste, quelqu'un a fait un mandat constitutionnel et a fini, et on vient dire sur une chaîne de télévision qu'on regrette le départ de celui-là. Vous voyez, donc c'est des gens... On ne peut pas... Quelle forme? Non, faut prendre cela est dit. Il faut comprendre ce qui est dit. On n'a pas à comprendre. Non, mon cher, il faut prendre ça. On n'a pas à comprendre. Ces gens de syndicalistes, il faut les combattre. Parce que un mandat, on ne peut pas finir... Cadet, on ne peut pas finir un mandat démocratique. 10 ans. Mais son regret, c'est d'avoir c'est quoi? Son regret aujourd'hui d'avoir fait tort à Boni Yayi. Il n'a pas dit qu'il regrette. Vous l'avez suivi. Moi, j'ai suivi. Mais oui, j'ai suivi. Quand il affirme de façon gravissime qu'il regrette le départ de Yayi, donc il aurait voulu que Yayi continue à vivre. Non, mais c'est quel avis? Écoutez, ne m'encouragez pas. Je ne souhaite pas qu'on encourage ces genre de choses dans la République. Et les gens, c'est des propos qu'il faut bannir dans la République avec la dernière rigueur. Il doit défendre une position donnée, aucune position c'est des propos qu'il faut bannir dans la République. Nous sommes dans un état de droit. On comprend très bien ce que dit Dieudonné Lokossou. Vous êtes peut-être rentré dans son cœur pour comprendre. Moi, je ne suis pas dans son cœur pour comprendre. Il comprend cette dynamique. Qu'à cela ne tienne alors. Parce qu'aujourd'hui, ils reconnaissent tous qui n'avaient pas lutté pour le peuple, ils ont défendu l'intérêt d'un individu. Aujourd'hui, la nature est en train de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et prions Dieu pour qu'ils puissent se requinquer, pour qu'ils puissent retrouver leurs ardeurs d'hier, pour nous sortir de cette pente dans laquelle nous glissons. Parce que nous parlons de Métaillon. Vous savez que Laurent Métaillon est déjà accusé dans le Conseil des ministres, au Conseil des ministres avant de se retrouver devant les tribunaux. Et quand ça se passe comme ça, il est déjà accusé avant de se retrouver devant les tribunaux. Et aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, d'abord on est parti de 71 millions de francs CFA comme commission dite occulte. Et puis on en revient à 2,5 millions. Et jusque-là, quand vous prenez ces avocats à la sortie de ce jour-là, ils reconnaissent et ils le disent devant tout le monde que jusque-là, il n'y a pas encore eu de preuves contre Laurent Métaillon. Alors qu'on parle les avocats ne vous diront pas autre chose. C'est quoi un avocat? L'avocat est là pour défendre son client. Vous voulez que l'avocat sorte pour dire, il y avait des preuves, comme notre client. Étant donné que le ministre des Finances est sorti pour préciser les motifs, les chefs d'accusation. De toute façon, ne vous attendez pas à ce qu'un avocat sorte d'un procès où son client va être déposé à la prison civile de Cotonou et qu'il vous dise, écoutez, nous venons de sortir de l'audience avec le procureur. Nous venons de sortir de l'audience avec le procureur. Le procureur a des preuves contre vous. Vous allez entendre un avocat dire ça de son client? Est-ce qu'à voir le cas Métaillon, quand on voit ce qui lui est reproché, on parle de commission occulte. Est-ce que quand on voit les placements à hauteur de 17 milliards, est-ce qu'on peut percevoir comme commission occulte de 2,5 millions sur un placement? Est-ce qu'on peut risquer 17 milliards pour 2,5 millions? Ça, c'est ma première question, ma première inquiétude. Et ma deuxième inquiétude, c'est de savoir ce qui est reproché à Laurent Métaillon, c'est quand même le sport favori aujourd'hui dans l'administration béninoise aujourd'hui, qui est un secret de polichinelle, où tout le monde, quand même, ou parfois même les banques, même essaient d'intéresser. Loin de là, on dit à l'époque que la banque était en faillite, alors que le gouvernement même a fait nommer. Le gouvernement aujourd'hui, à la sortie de son ministre des Finances, parle de banque en faillite alors qu'on n'a pas prononcé sa liquidation. Et le ministre des Finances qui vient parler dans un dossier pendant de la justice et qu'on a comme l'impression qu'il est en train de parler comme un auditeur de finances et il parle de placement hasardeux alors qu'il n'a aucune qualification pénale qu'on qualifie de placement hasardeux. Alors, et qu'il n'y a pas encore de perte pour les fonds. Est-ce qu'à la finalité, ça ne rejoint pas un peu à la preuve d'un acharnement contre une personne de droit critique qui quand même essaie un tant soit peu d'être dissonant envers le gouvernement dont il a prôné lui-même l'avènement au pouvoir? Alors on va y aller pas caca.
Vous avez parlé en première position de 2 500 000. D'abord, dans le Conseil des ministres, on a parlé de 111 millions. Oui. Lors des auditions, le Conseil des ministres oui. a statué sur un rapport d'audit qui a été déposé. Première chose. Un rapport d'audit où il n'a pas été écouté. Les audits qu'on fait dans mon pays, on n'écoute jamais les concernés. Le Conseil, ça relève quand même. Je me demande qui sont ces candidats. Le Conseil des ministres a statué sur un rapport d'audit. Première chose. Un rapport d'audit que vous trouvez, est-ce que c'est crédible de faire Écoutez, un audit? Il me revient pas. Mais en tant qu'observateur et commentateur, non, ce que je voudrais vous dire. On peut déposer un rapport d'audit sur non, oui. On suppose que vous avez fait des malversations financières. Oui, je vais vous laisser parler. Supposons que vous avez eu à avoir des malversations financières et qu'on réalise un audit et qu'on ne vous écoute pas et qu'on va présenter cet audit en Conseil des ministres. Est-ce que selon vous, c'est quand même légitime? Et qu'on vient faire une conférence de presse là-dessus? On va laisser Nelson réagir maintenant. Allez-y. Première chose. Très rapidement, oui. Le gouvernement est intervenu sur l'affaire par rapport à un rapport d'audit. Que Laurent Mettoyon a été écouté ou pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le gouvernement a réagi par rapport à un rapport d'audit. Première chose. Deuxième chose, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, Roland Douadaï, est sorti parce qu'après le relevé du Conseil des ministres, mais on a vu aucun ministre sorti pour la faire sonner, par exemple. Laurent Mettoyon oui, a cru devoir aller répondre par médias interposés. Dites-moi, il était le seul cité dans l'affaire. Mais Nelson, vous êtes journaliste. Cadet, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Que Laurent Mettoyon aurait été invité par ceux dont vous parlez, il n'a pas demandé ces émissions. Il n'a pas demandé, on l'a invité. Ok, d'accord. Non, allons-y doucement. Oui, allons-y. Je dis, le Conseil des ministres a révélé un dossier. Oui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas professionnel de la part de nos confrères d'inviter Laurent Mettoyon pour essayer d'avoir sa part de la vérité? Où il y a eu des noms qui ont été cités, oui, dont le nom du PCA, l'ancien PCA, Laurent Mettoyon. Il y a eu d'autres noms. Qui n'a pas une voix prépondérante dans le placement d'argent. Il y a eu d'autres noms. Mais parmi tous ces noms qui ont été cités, Laurent Mettoyon était le seul qui a senti le besoin d'aller répondre par les médias interposés. Parce qu'invité. Il n'était pas... Qu'il soit invité ou pas, il n'était pas obligé d'accepter. Il n'était pas. Son nom était. Il n'était pas obligé d'accepter l'invitation. Il aurait pu décliner le PCA. Première chose. Ouais, deuxième chose. Et dans ses sorties, il a tenté d'insinuer que l'actuel. Non, écoutez, il a tenté d'insinuer. Il a tenté d'insinuer que l'actuelle mandature du conseil d'administration de la CNSS aurait aussi fait des placements malgré l'état financier de la banque BIB. Et il paraît que le gouvernement a fait des placements. Non, et donc c'est pour éclairer l'opinion publique par rapport à cette déclaration qui jette du discrédit sur l'actuel conseil d'administration que le ministre de l'économie et des finances a senti le besoin de sortir. C'était lui, pourquoi il n'a pas laissé le conseil d'administration en question? Attendez, a senti le besoin de sortir. Mais écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'a semblé gênant dans toute cette histoire. Quoi? C'est que Laurent Mettoyon n'était pas le seul, en tout cas le seul dont le nom a été cité dans... Mais c'est le seul dont le nom a été mis en exergue. Non mais écoutez, on a cité le nom de plusieurs personnes. Mais pourquoi a-t-il senti le besoin de passer près dans tous les médias pour aller se défendre? Non, on ne se défend pas. Écoutez, lorsque vous êtes accusé, dans une affaire est-ce que Mettoyon a payé des journaux? J'ai été face à Mettoyon. Je n'ai pas dit que Mettoyon a payé des journaux, mais j'ai senti une certaine présence permanente de Mettoyon dans les médias. Ce qui me désole. Et pour finir, vous avez communiqué dessus. On a communiqué sur... Vous avez titré Laurent Mettoyon est le tout premier des syndicalistes à s'afficher contre le régime actuel. Qui est le premier à en subir les frais. Il est le tout premier dès la rupture en tant que syndicaliste. Ce que je voudrais dire... Kader, vous me donnez la parole pour que je puisse finir. Est-ce que j'ai la parole? Allez-y alors. Ce que je voudrais dire... On le laisse finir, on passera, on ne finira pas. Lorsque vous gérez des fonds publics, lorsque vous gérez une parcelle de pouvoir public,
attendez voir ce qu'on vous demande des comptes. Ça, je suis d'accord avec vous. Pourquoi les gens... Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on fouille la gestion de l'autre méthode orthodoxale, d'une façon déviationniste. Mais pourquoi vous voulez empêcher la justice béninoise de fait voir son clair dans travail. cette affaire? La justice est en cours. Vous savez les fonds que Laurent Maiton a gérés, ce sont les fonds des retraités. Et vous savez ce que c'est que les fonds des retraités? On ne peut pas... Alors qu'à côté, il y a quand même un dossier Soneb. On ne peut pas ne pas demander des comptes pour des fonds publics. Laurent Maiton a géré les fonds des retraités et il doit pouvoir rendre compte. S'il a reçu des commissions occultes, comme on le dit, oui, s'il a reçu des commissions occultes, comme on le dit, la justice prouvera. S'il n'a pas reçu, je crois que la justice prouvera encore son innocence. Mais pour une fois, laissons la justice faire son travail. Personne n'est au-dessus de la loi. Je dis bien personne. Qu'il fût syndicaliste, qu'il fût premier opposant au régime de talons comme le gargarisme d'Assise, personne n'est au-dessus de la loi. Et Laurent Maiton, s'il est en faute, il doit pouvoir suivre la rigueur de la loi. Par rapport au capitaine Trépo dont vous parlez, je n'ai pas encore les preuves qui seraient radiées. Je n'ai pas les preuves que la procédure est enclenchée. Donc, vous voyez, c'est difficile. Maintenant, c'est déjà bien que les centrales syndicales soient en état d'alerte. Moi, je n'ai rien contre ce sitting, par exemple, qui a été organisé au ministère de cadre de vie. Si effectivement la procédure était en projet, je crois qu'avec cette pression, que le ministre doit pouvoir se rappeler. Moi, je n'ai absolument rien contre ce sitting qui a été organisé. Mais je dis, ne galvaudons pas le mouvement syndical. Merci. Ce n'est pas intéressant lorsqu'on voit cette accointance entre les syndicalistes et les hommes politiques. Tout à fait. La bourse du travail est devenue le siège du FSP. Il faut le dire aussi. La bourse du travail est devenue le siège du FSP. Si le FSP, malgré qu'ils se font regrouper tous ces hommes politiques et qui sont incapables d'avoir un bâtiment comme siège et que c'est la bourse du travail qui est désormais leur refuge, il faut se poser des questions. Et vous devez vous rendre compte que ces gens-là ne luttent pas pour le bonheur du peuple béninois, mais luttent plutôt pour leur propre poche. Ce qui me fait extrêmement rire. Qu'est-ce que je vais vous demander quand même par rapport au cas Patrice Trépo? Est-ce que quand on sait qu'il s'agit quand même d'un homme en uniforme et qu'on sait la déontologie propre aux hommes et aux acteurs des forces armées béninoises, est-ce qu'il n'est pas quand même dans toute légitimité que ce capitaine qui a peut-être eu à avoir des propos un peu tout petit peu déplacés envers son commandant en chef, qui est le président Patrice Talon, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être qu'on essaie de le punir légèrement plutôt que de le radier? Non, je vais en venir, je vais répondre à votre question. Mais quand Vademe s'étonne du fait que la bourse du travail ou bien de cette accointance entre politique et syndicalisme, je lui demanderai, mais il était où hier? Et c'est... Attendez. C'était la rengaine. Mais c'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on a fait avec eux et c'est ça qui les a amenés à tomber dans le piège actuel. Et donc, selon vous, on doit continuer avec cela. Non mais donc il faut à un moment donné, on m'a posé une question. À un moment donné, il faut pas marquer la rupture. En fait, c'est juste un rappel. Donc cela ne vous gêne pas, cela vous gêne qu'on marque la rupture. Cela vous gêne qu'on marque la rupture à ce niveau. Cela vous gêne qu'on marque. Évidemment. Selon vous, on doit continuer avec les mauvaises habitudes. On doit pouvoir continuer avec les mauvaises habitudes. On va pouvoir les développer. On va pouvoir les développer. Je vous suis, et je crois que beaucoup vous suivent dans votre développement. Par rapport à Patrice Trépo, vous pensez que c'est légitime de l'enfermer, de le radier, alors que ce qu'il a dénoncé, vous êtes allé... Vous n'avez pas les preuves de sa radiation. Non, c'est un coup, non, c'est une procédure. Vous n'avez jamais... Mais c'est ce que je m'appuie sur ce que dénoncent les syndicalistes. C'est pour cela que je dis... Non, ça me suffit seulement. Ah non. Vous ne pouvez pas prendre cela comme élément. Je n'abuse, mais je pose des questions. Je dis, est-ce suffisant? Alors que vous êtes parti réparer ce qu'il a dénoncé, vous avez trouvé la pertinence et vous avez apporté d'autres rectificatifs. Mais est-ce que le capitaine même n'est pas allé comme besoin que le chef de l'État comme on a fait dans ce pays à ce jeune étudiant Habib, qui a protesté pour des frais perçus indûment au niveau d'un secteur là, on est parti l'arrêter alors qu'on est allé rectifier tout ce qui se faisait mal. Ce qui voudra dire que c'est le silence plat qu'on veut au Bénin. Les gens veulent
faire taire tout le monde. Parce que si vous attaquez le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Donc moi, je nous dis attention, quand on va finir avec les syndicalistes, attendez-vous que nous, journalistes, nous soyons sur la scène. Et là, ce serait un peu difficile. Et ce serait dommage parce que c'est vous qui le vous savez aujourd'hui le niveau de la presse. Vous savez. Vous avez des mesures, Nous sommes tous du secteur. Parlez-nous du niveau de la presse. Peut-être pas au niveau de la si c'est Narcisse qui le dit, peut-être qu'il a des éléments à sa possession. C'est des éléments d'appréciation. Sur ce reportage de TF1 qui a quand même fait l'actualité tout au long de cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons suivi les réactions des uns et des autres au sujet de ce reportage sur les vies d'Omégon, les enfants placés au marché d'Antokpa, au Bénin. Ça a créé quand même des réactions assez pertinentes. Il paraîtrait que la journaliste elle-même rapproche cette exploitation des enfants à ce qui est fait aujourd'hui comme vente des hommes noirs en Libye. Quand vous voyez cela, quand vous suivez cela, d'abord le traitement qui a été fait par TF1 de cette actualité de notre pays à l'étranger et le commentaire qui est fait autour aujourd'hui, qu'est-ce qui vous scandalise à vous? Ce qui me scandalise, c'est qu'on veuille lier un phénomène sociologique qui date depuis la nuit des temps dans notre pays, qu'on veuille le lier à une actualité en Libye. Ce qui me scandalise plus, c'est le comportement de cette consoeur, Emmanuel. Et je me rends compte... Je rappelle qu'il a été expulsé. Absolument. Je me rends compte de cet art, qu'elle traîne en journalisme. Et c'est pour cela qu'elle a été expulsée du Togo. Parce qu'on ne peut pas. Je vous sens un peu trop fort là. Non, mais écoutez, vous le parlez. Écoutez, je vais peut-être redire ce que dit Nelson. Vous n'avez pas en toute objectivité le travail. Vous n'avez pas redit ce que j'ai dit. Je parle de cet art. Je parle bien de cet art. Vous n'avez pas redit. Je suis responsable de mes propos. D'accord. Rassurez-vous. Je parle de cet art. Et je constate que l'État, elle en a. Mais écoutez, vous avez suivi l'actualité au Togo? Vous avez vu ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait comme reportage? Vous avez vu tout ce qu'elle faisait? Les incitations, on dit, mais le code de déontologie l'interdit. Le journaliste qui incite à la révolte, elle a fait. Au Togo, elle a été chassée. Elle a été expulsée de son propre pays. Elle revient au Bénin parce qu'elle aurait une filiation béninoise avec son époux. Et vous avez suivi le documentaire. Quand vous suivez, je crois que au-delà du fait qu'on doit s'indigner, sortir des communiqués officiels et autres, il faut la chasser du Bénin. Je dis, mais il faut la chasser du Bénin. Il faut l'expulser aussi du Bénin? Je dis, il faut le faire au plus vite. Parce que le problème, vous avez vu l'image qu'elle a donnée de notre pays pour un phénomène qui se déroule actuellement en Libye. Le comparer à un phénomène sociologique qui existe au Bénin depuis des années. On ne peut pas. C'est des choses, c'est gravissime. Sans pour autant se rapprocher des autorités compétentes et recueillir leur avis. Et c'est pour ça que je m'étonne, je parlais d'État tout à l'heure, vous avez voulu emballer cela. Mais écoutez, le journal. Je voulais reformuler ce non, écoutez, on parle de quoi? En journalisme, quand vous voulez faire ce genre de documentaire, vous voulez faire ce genre d'investigation, et que vous prenez, vous avez tous vos éléments, je vous recommande de vous rapprocher, en tout cas, des autorités, c'est-à-dire par rapport à ceux qui sont à même de vous donner des informations officielles. Les informations officielles peuvent être tronquées, mais quitte aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs d'en tirer leurs conclusions. Tout à fait. Et elle ne l'a pas fait. Elle est blâmable, elle ne l'a pas fait. Elle ne sait jamais, en tout cas, le reportage n'a jamais montré les autorités béninoises donner leur point de vue par rapport à ce truc-là. Et je crois que ces genres d'éléments ne donnent pas une bonne image de notre pays. Et tous autant que nous sommes, n'avons pas intérêt à ce que notre pays soit sali à l'étranger. Je le redis, je dis, Emmanuel a des tares qu'elle doit combler en journalisme. Et Narcisse Ressou, est-ce que vous partagez cet avis? Je me demande si Abademe ne me dira pas aussi que j'ai des tares.
C'est la question que je vais vous poser. Parce que le jour où vous ferez un documentaire, de ce genre et que vous allez relier des faits, soyez-en sûr que je n'hésiterai pas à le dire. Quand vous voyez le reportage que vous suivez, que vous voyez... Je ne sais pas si Narcisse a suivi le reportage. Non, j'ai eu des brides de ça. Quand vous suivez les associations qui sont au marché d'Antokpa et peut-être dans le pays, qui s'occupent... On parle d'esclavage, on parle de la vente des humains au Bénin. Le reportage en question est d'abord complet. Maintenant, s'il est complet, est-ce que le rapprochement qui est fait de cette vente... Par rapport au rapprochement, je dirais qu'on a beaucoup suivi à travers ce commune. Parce que nous, on est intervenu sur une chaîne par rapport à cette affaire de la Libye, où moi je dis que affaire d'esclavagisme ou bien de je ne sais quoi là, qu'on a des esclaves au Bénin. Et que là où nous sommes, j'ai pris la situation des enfants. J'ai dit, on a assez d'esclaves au Bénin, qu'il faut aller dans les entreprises, qu'il faut aller au marché d'Antokpa, qu'il faut aller dans les ateliers pour voir le nombre d'esclaves que nous avons. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que non, j'étais resté dans une logique. Ce qui voudra dire que les situations, ce qui fait sortir les gens... Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la consoeur n'a pas été pourquoi dans le sensationnel avec le choix des mots? C'est du sensationnel. Ça peut être du sensationnel. Ce qui est décommandé. Et je vous renvoie au code de déontologie Narcisse. Le sensationnel est proscrit à Bani. Elle ne s'est pas levée parce qu'il y a affaire de Libye pour aller raconter quelque chose. Ils ont un documentaire qui tournait depuis des mois. Et puis elle a trouvé juste le moment opportun parce qu'il y a une situation en Libye qui parle d'esclavage et que d'autres voix s'élèvent pour dire que les situations au pays concourent à cette sortie massive des jeunes du pays qui s'en vont se donner à l'esclavagisme en Europe parce qu'ils sont en train de fuir l'esclavagisme au Bénin pour aller le faire ailleurs. Et si on reste dans ce cadre, que les gens refusant de se faire esclaves chez eux, préfèrent aller devenir esclaves en Europe, mais il y a une logique. Et nous devons faire attention pour savoir que le phénomène est là. Un documentaire, Narcisse, un documentaire répond. C'est son avis, le partage un documentaire répond à des normes, à des principes. C'est quand ça choque que ça j'ai suivi ce documentaire. On ne va pas s'arrêter à un simple communiqué du ministère, mais que le ministère ou bien le gouvernement prend ses responsabilités, qu'on ne remarque plus les enfants dans les ateliers à 5 ans, à 8 ans, qu'on ne remarque plus les enfants au marché d'Antokpa. Depuis des années, depuis 2006. Depuis 2006, il y a des efforts qui ont été faits. Ce ne serait pas honnête de ne pas reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts. Je parle, le problème, en tout cas, qui a été soulevé dans le documentaire, n'est pas de l'esclavage. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Libye. Et donc, montrer cette coloration, relier les deux événements, je dis que c'est montrer ça, c'est montrer cette limite, c'est montrer cet art. Quand je place mon enfant chez quelqu'un, à Tokpa, et tous les mois, la dame m'envoie de l'argent. Mais ce n'est pas à la même hauteur. Nous allons ce dont vous parlez, non, ce n'est pas de l'esclavage. C'est un phénomène, je dis, ce qui se passe, c'est un phénomène sociologique. Vous avez peut-être vos parents qui sont restés chez des oncles. Ça a été la même chose. Mais vous ne pouvez pas. De toute façon, elle a montré cet art journalisé. Tant mieux, elle vous choque aujourd'hui, mais c'est bien aller régler le problème. Palmarès, c'était vos avis divergents, tout aussi divergents que percutants, que vous avez évoqués, vous avez partagé avec les internautes. J'espère qu'ils vont laisser des commentaires très agréables en bas de la page. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'Info Hebdo de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris le samedi prochain pour d'autres numéros avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de programme sur les 3 nouveaux points et les invités. Bonsoir.